c'est une entreprise à la réputation internationale. Implenia, c'est le Gotthard, l'un des plus grands tunnels du monde, et tant d'autres réalisations prestigieuses en Suisse et ailleurs. Des ouvrages qui marquent. Bref, Implenia est une fierté nationale. À notre échelle, un géant de la construction, avec ses 10 000 salariés, qui fait résonner le nom de la Suisse très loin dans le monde. Alors quelle n'est pas notre surprise quand nous découvrons le courriel qu'un lanceur d'alerte a adressé à la rédaction de Temps Présent. Le monde de la construction n'est pas tendre, on s'en doutait, mais ce que nous lisons est préoccupant, aussi bien pour le personnel d'Implenia que pour ses partenaires. Avant tout, il faut vérifier. Premier contact, puis première rencontre, souvent discrète avec des témoins, parmi des salariés actuels et anciens, mais aussi avec des fournisseurs. J'ai vécu une période assez difficile chez Implenia, où j'ai eu honte pour la première fois de ma vie de ce qu'on m'a obligé à faire. Sincèrement, je souhaite à personne, même au pire des concurrents que j'ai eus, de travailler avec ces gens-là. Il faut arrêter. Les choses doivent être dites. Parce que afficher une image, prôner des valeurs et faire le contraire, ça n'est pas correct. Parce que chez Implenia, c'est pas vraiment normal ce qui se passe. Mais qu'est-il arrivé au fleuron suisse de la construction ? Nous sommes d'autant plus interpellés que le patron d'Implenia, celui qui a dirigé l'entreprise depuis 6 ans, vient d'être désigné par le Conseil fédéral comme prochain président du Conseil d'administration des CFF, nos trains. Nous le sollicitons très rapidement pour un entretien. Il doit bien y avoir une explication. Que se cache-t-il vraiment derrière ces jolis pétales ? Comme souvent dans la construction, l'histoire commence sur un chantier. La suite, c'est un témoin direct qui nous la raconte. Nous sommes début novembre 2023. On a été contacté par une équipe de ferraillage qui travaillait sur un chantier à Dange, en sous-traitance de l'entreprise Implenia. Et puis là, ils m'ont tout de suite dit, on n'est pas payé le salaire d'octobre, on s'est mis en grève, on ne travaillera pas tant qu'on n'a pas le salaire. Le syndicaliste se rend sur le chantier, rencontre les ferrailleurs puis leur patron. Et là, surprise. Beaucoup dans les conflits sur les chantiers, on parle de malfaçon, il n'a pas ferraillé juste, ils sont en retard, donc on bloque les paiements. Là, ce n'est pas le cas. La ferraille était posée, les rendements étaient respectés. Le chantier était en retard, mais il était en retard depuis le début. Donc ce n'était pas la responsabilité du ferrailleur, il n'y avait pas de pénalité à lui mettre, lui. Ce n'était pas lui qui était responsable du retard. Sébastien Janton contacte alors la direction locale d'Implenia. Et puis, la réponse a été, les factures ont été envoyées à la comptabilité. La comptabilité est en train de traiter, mais on a un problème, c'est que le service de comptabilité a été délocalisé en Pologne. Donc, en Pologne, ils ne parlent pas la même langue, on échange en anglais. Et là, un des directeurs d'Implenia est venu sur le chantier, m'a montré les échanges d'emails. Ils écrivaient bel et bien en anglais. Donc, l'échange entre la Suisse, la Pologne pour des questions de facture, de ferraillage, on est quand même dans les métiers du bâtiment assez techniques. On s'est dit, combien de temps ça va mettre ? Une facture impayée qui provoque une grève et bloque un chantier. L'affaire sera finalement résolue en 3 semaines sur intervention du syndicat. Mais sur le principe, elle nous interpelle. Pourquoi Implenia n'a pas payé ce ferrailleur à temps ? Le traitement des factures a certes été délocalisé en Pologne pour faire des économies. Mais y a-t-il un décalage horaire ? Un problème de ponctualité sur place ? Ou Implenia, ce géant de la construction, n'a-t-il pas les moyens de payer ses ferrailleurs ? Pour comprendre, il faudrait regarder dans les comptes. Pas simple. Heureusement, Implenia est cotée en bourse. C'est même la seule entreprise de construction dans ce cas en Suisse. Et ça l'oblige à publier un rapport annuel pour les actionnaires et le public. 160 pages, remplies d'analyses, de graphiques et de chiffres. Pas vraiment un polar, mais pour qui sait lire ce type de littérature, une mine d'infos.
Nous demandons un coup de main à un spécialiste, Vincent Douce, expert comptable. Premier constat, apparemment, tout va bien. Le bilan est sain, il y a du cash, les fonds propres paraissent à un niveau qui correspond à celui du marché. L'entreprise dégage régulièrement du cash, donc une situation assez saine. Oui. C'est quelque chose d'important, les liquidités, c'est-à-dire est-ce que pour les investisseurs ou même les analystes, c'est un des postes qu'ils vont regarder? Cash is king, disent les Américains. Oui, c'est le sang de l'entreprise, c'est ce qui permet de payer les salaires, de rembourser les banques, de payer les impôts, de payer les fournisseurs. Donc c'est très important pour l'entreprise. Je rappelle que Crédit Suisse a fait faillite, quasi faillite, ça a été repris in extremis par UBS à cause d'un problème de cash. Donc chez Implenia, à première vue, pas de problème de cash. Aucune raison donc de ne pas payer le ferrailleur vaudois. Mais alors, où est le problème? C'est en regardant d'un peu plus près qu'un chiffre intrigue notre spécialiste, le montant des dettes fournisseurs, les trade payables, autrement dit, les factures restées en suspens à la clôture du bilan en fin d'année, 990 millions de francs. L'état des dettes fournisseurs est élevé. En fait, ils reçoivent, pour simplifier, des factures de 2,3 milliards. D'accord. Puis il y a 900 impayés. Ça fait beaucoup. Dans le secteur construction, on sait qu'on paye tard. Les fournisseurs sont payés tardivement. En général, je dirais 90 jours. Mais là, il semble qu'on soit un peu plus haut. 990 millions sur un peu plus de 2 milliards, soit près de la moitié des factures de 2024 restées impayées. On parle là d'achats de béton, de gravier, de fenêtres, mais aussi du travail de maçon, de ferrailleur ou de peintre, bref, du matériel et de la sous-traitance absolument indispensables pour le fonctionnement d'Implenia. Certes, dans le secteur, les retards de paiement sont monnaie courante. Chez Implenia, regardons alors l'évolution sur les 10 dernières années. Entre 2015 et 2018, les dettes fournisseurs sont à des niveaux déjà conséquents, autour de 400 millions de francs. Mais en 2019, elles passent à 900 millions et ne redescendent jamais vraiment, pour finalement frôler le milliard en 2024. André Wyss est arrivé comme directeur général courant 2018. Il doit pouvoir nous expliquer. Notre interview avec lui est désormais programmée, mais sous condition. Venir à Zurich, réaliser l'entretien en allemand ou en anglais, ou encore fournir les questions en avance. Nous voulons des réponses, nous acceptons toutes les conditions. Le rendez-vous est fixé 5 semaines plus tard. En attendant, nous cherchons d'autres interlocuteurs chez Implenia et parmi les fournisseurs pour tenter de comprendre. Allô? Oui, bonjour, ici l'émission Temps Présent. Oui, bonjour. Ah d'accord, vous ne voulez pas parler. D'accord. Ok, d'accord, merci. On pourrait déjà juste se rencontrer pour discuter? Vous seriez d'accord? Pas simple, Non. on n'est pas chez les bavards. Le secteur de la construction est rude et tout le monde se connaît. Non, mais on peut se parler au téléphone. Pourtant, les langues finissent par se délier et c'est étonnant dans un secteur où normalement on ne parle pas, c'est dire le désarroi. Plus d'une dizaine de personnes, dans différentes régions de Suisse, à des postes très variés, souvent hauts dans la hiérarchie, vont nous raconter l'envers du décor et tout converge. Peu acceptent finalement d'être enregistrés, même avec une garantie d'anonymat totale. Le premier témoin, un fournisseur que nous rencontrons d'abord, n'acceptera l'interview qu'au téléphone, avec l'assurance que sa voix sera remplacée par celle d'un comédien. Comme d'autres, il nous raconte comment il a été mené au bord du gouffre. C'était progressif, c'est-à-dire après le Covid, le délai de paiement s'est prolongé tout à coup de 10 jours de plus, à 20 jours de plus, à 30 jours de plus. Et en 2023, on dépassait les 60 jours. Normalement, dans votre contrat, c'était à combien de jours qu'ils étaient supposés vous payer? 45 jours. On va vous dire que les factures sont fausses. On va vous dire qu'elles n'ont pas été traitées, qu'ils vont revenir dans les plus brefs délais. Mais les personnes concernées, ils ne vous rappellent pas. Et le plus longtemps qu'ils vous aient fait patienter pour une facture, c'est combien de temps? En 2024, c'était plus de 8 mois. Vous avez bien entendu, 8 mois de retard. Nous avons les documents qui l'attestent. Donc on a dû licencier pour pouvoir payer nos factures. Ah oui, alors forcément, la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous continuez à travailler pour eux? Nous n'avons pas le choix.
Parce que Implenia est un marché très important dans la région. On a à chaque fois grimpé le chiffre d'affaires jusqu'à devenir complètement dépendant. Mais même tant qu'ils respectaient les contrats, il n'y avait aucun souci. On travaille justement avec ces grosses entreprises pour être certain d'être payés. Nous, on s'est dit, c'est la plus grande boîte de Suisse de construction. On s'est dit, ils ne peuvent pas être en manque de liquidité ou faire faillite. William, son nom d'emprunt, n'est de loin pas le seul. La première fois que nous rencontrons celui que nous appellerons Franck, il n'a pas encore fait faillite. Tout avait pourtant si bien démarré. Son entreprise comptait déjà plusieurs dizaines d'employés quand il commence à travailler pour Implenia, il y a 4 ans. C'était une consécration. Très vite, les retards de paiement ont commencé, mais il n'a pas vu l'engrenage se mettre en place. Au contraire, il s'est organisé pour y faire face. Quand vous commencez à prendre des chantiers avec eux, vu que les délais de paiement sont très longs, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers votre banque ou vers un prêteur d'argent qui vous avance de l'argent pour les mauvais payeurs. Et c'est là que commencent les dégâts pour votre société. Donc en fait, votre marge est grillée par les taux d'intérêt auxquels votre banque vous prête l'argent. J'avais jamais eu de soucis avant de les connaître. Vu de l'extérieur, en tant qu'entreprise jeune, en fait, ça nous donne envie. Dans le sens où ils font des belles promotions, il y a des beaux chantiers, il y a des belles références derrière, avec des bureaux d'architectes reconnus et des maîtres d'ouvrage avec lesquels on a envie de travailler, hormis ces grosses promotions. Et c'est alléchant quand on vous propose ces gros contrats. Et ils vous prennent un peu sous leur aile, comme le grand frère qui prend le petit sous ses bras, puis « T'inquiète pas, je te donne assez de boulot. T'as pas besoin d'aller travailler pour la concurrence. Même si eux ils te donnent pour 1 million de boulot, nous on peut t'en donner 2, c'est pas un souci. » Et c'est comme ça que vous êtes spécialisé pour Implenia. En fait, on s'est mis à fond pour Implenia. On travaillait à 60-70% pour Implenia. Alors je vous laisse imaginer quand le client principal ne paye pas. Vous êtes grillé. Votre entreprise est grillée. Parce que vous n'arrivez plus à payer vos fournisseurs, vous n'arrivez plus à payer vos gars, vous n'arrivez plus à payer vos charges sociales. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Déposer le bilan. C'est ce qui vous est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. A-t-on le droit de se comporter ainsi? Il faut interroger le droit des cartels, défini pour assurer une concurrence saine dans un marché qui fonctionne librement. Implenia n'est certes pas en position de monopole. D'autres entreprises existent dans le secteur. Mais le géant a-t-il ce que l'on appelle un pouvoir de marché relatif sur ses fournisseurs, qui se retrouveraient dépendants malgré eux? Nos témoignages nous en donnent quelques indices, mais seule la commission de la concurrence, la Comco, pourrait l'établir. Sans mentionner l'entreprise, nous soumettons le cas théorique à un spécialiste du droit de la concurrence et des cartels. En soi, d'être dominant n'est pas une infraction. Si une société se retrouve dominante simplement parce qu'elle est la meilleure, pas de problème dans une économie de marché. Par contre, dès le moment où une société se retrouve dominante ou avec un pouvoir de marché relatif, elle a quelque part des obligations supplémentaires. Eh bien, ça peut être par exemple de ne pas imposer des conditions commerciales qui seraient inéquitables. Vous promettez un paiement à 15, 20, 30 jours, et systématiquement, vous ne le faites pas. Donc il y a un système ici qui est mis en place, et là, on pourrait se demander effectivement s'il y aurait la place pour ce qu'on appellerait dans ce cas un abus et un comportement illicite. Mais que s'est-il passé ces dernières années pour qu'Implenia en arrive là? Depuis 2018, le groupe a été dirigé par André Wyss, un patron venu de la pharma. Après 30 ans chez Novartis, la construction, c'est un autre monde. Qu'importe, on peut s'adapter. Il s'est présenté, voilà, je suis André Wyss. Finalement, je suis comme vous, j'ai été ouvrier chimiste. Je vous comprends, je suis des vôtres. Appelez-moi André et maintenant, on va se tutoyer. Pour notre troisième témoin, que nous appellerons Gérard, c'est là que tout a basculé. Pendant longtemps, Gérard a travaillé chez Implenia en relation avec les fournisseurs. Savait-il que leurs factures étaient payées avec des retards très compliqués à gérer? Sous l'ère de Wyss, c'est devenu assez systématique. On était souvent tiraillés entre des sous-traitants qui n'arrêtaient pas de nous appeler, de nous harceler.
Ça commençait à avoir des incidences sur le déroulement des chantiers, parce que des entreprises qui n'étaient pas payées, tout d'un coup arrêtaient de venir sur le chantier, etc. Après, on nous a toujours appris à leur répondre que c'est pas à Implenia de faire la banque. Et souvent, on leur répétait que si on vous paye pas à temps, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas payés à temps. Mais c'était vrai? Ou c'était des réponses que vous deviez faire aux fournisseurs? Souvent, c'était les réponses qu'on devait faire aux fournisseurs. Souvent, on n'allait même pas vérifier si c'était vrai. Mais pourquoi donc ne pas payer? Et si c'était tout simplement pour ne pas sortir d'argent? Rappelez-vous l'adage anglo-saxon « cash is king ». Si vous payez les factures, vous sortez du cash. Mais si vous ne les payez pas, vous le gardez. C'est aussi simple. Et comme avoir du cash, ça rassure tout le monde, pourquoi s'en priver? Le cash, c'est la liberté. Cela permet de faire face aux imprévus, de s'agrandir, mais aussi de verser des bonus aux salariés et même de distribuer des dividendes aux actionnaires. En 2024, justement, ils ont reçu 90 centimes par action, soit 2% de rendement. Pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Car pendant ce temps-là, les fournisseurs, eux, attendaient toujours le paiement de près d'1 milliard de francs de factures. Ces factures qu'il faudra bien un jour payer. André Wyss est-il seulement au courant de ces retards qui ont pris des proportions catastrophiques pour les fournisseurs? Est-ce une stratégie délibérée? Nous attendons avec impatience ces réponses, mais à 2 jours de l'interview, coup de théâtre. André Wyss doit prendre part à un meeting externe important à la dernière minute et ne pourra donc pas être à Zurich mercredi. J'ai vérifié avec son assistant si nous pouvions vous proposer une autre date. Malheureusement, cela ne sera pas possible. L'interview n'est pas reportée mais annulée, alors nous persévérons. Je me permets d'insister car il est important que M. Wyss ait la possibilité de répondre aux questions qui ont émergé de notre enquête. Nous nous tenons à disposition pour organiser une interview au moment et dans les conditions qui lui conviendraient, même en visioconférence si nécessaire. J'ai vérifié à nouveau avec le bureau d'André Wyss. Il n'est malheureusement plus disponible pour une interview, ni même par vidéoconférence, par manque de temps. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer de répondre aux questions par écrit. Nous devrons donc nous contenter d'une interview écrite, sans possibilité de relancer en fonction des réponses. Dans le rapport 2024, les dettes fournisseurs sont à un niveau très élevé, 990 millions de francs. Pourquoi à un tel niveau? Est-ce une stratégie? Par principe, nous payons nos fournisseurs dans les délais impartis. Les dettes résultant de prestations ont été légèrement plus élevées en 2024 que l'année précédente. Il y a toujours des fluctuations à la date de clôture du bilan en fonction du portefeuille de projets en cours. Ni explication, ni contestation sur le presque milliard de paiements en retard. Pour André Wyss, les délais sont respectés par principe. Qu'en pense William? C'est faux. C'est faux. J'ai pas reçu 1 franc depuis 2 mois. Ou alors il est pas au courant. Et s'il est pas au courant, c'est qu'il sait pas gérer une boîte. Et dans ce cas-là, ce qu'on se demande, c'est pourquoi vous ne les mettez pas aux poursuites? Le risque, c'est qu'il vous redonne pas d'autres chantiers. Ça peut se savoir aussi dans le marché. C'est-à-dire que les concurrents à Implenia vont se dire tel et tel client les a mis aux poursuites, il faut pas travailler avec eux parce qu'ils les mettent aux poursuites. Vous voyez, c'est aussi une question d'image. Vous regrettez d'avoir mis le pied là-dedans? J'aurais jamais dû. Oui, j'ai des grands regrets. Et puis je plains les prochains qui vont mettre les pieds là-dedans. Franck, lui, ne s'en est jamais remis. Et les dégâts vont bien au-delà du travail. Quand vous avez une femme à la maison, quand vous avez des enfants à la maison et que vous leur dites tu vois la maison là, va peut-être falloir la vendre. Et que vous partez pas en vacances, parce que vous avez autre chose à penser que de partir en vacances. Ou parce qu'il faut leur expliquer à vos enfants papa, pourquoi tes camionnettes elles tournent plus? Pourquoi je les vois plus? Pourquoi t'as plus de dépôt? Pourquoi t'es nerveux? Pourquoi t'es ci? Pourquoi tu cries sur maman? Il y a plein de choses qui travaillent. Le travail, c'est une chose, mais cela impacte énormément la vie des entrepreneurs. Si vous c'était à refaire, vous feriez quoi? Plus jamais. Non, je préfère crever que de travailler pour ces gens-là. Des factures non payées, des fournisseurs aux abois, bref, un système qui dysfonctionne.
la jolie pâquerette a comme du vent dans les pétales. Est-ce la même chose à l'étranger où le géant est aussi bien implanté? Nous partons pour la Côte d'Ivoire. Implenia détient là-bas un fleuron local de la construction, le roi du gravier, la CISAG, Société ivoirienne suisse abidjanaise de granit. Depuis des décennies avec ses carrières, cette filiale extrait du granit pour la construction locale. Et aujourd'hui, cela vaut de l'or, car la Côte d'Ivoire est en plein boom économique. Les chantiers sont partout, une situation idéale pour la CISAG. C'est ce que pensait le Vaudois Marc Didet quand il a choisi, fin 2022, de quitter Implenia Suisse pour rejoindre la filiale en Côte d'Ivoire. Il connaissait déjà le pays. Ce qu'il découvre dans l'entreprise va l'effarer. Non, on va juste marcher un petit peu. Il n'y restera que 10 semaines, licencié avant la fin de sa période d'essai. Pour moi, je suis venu travailler pour Implenia. J'ai quitté une société suisse qui affiche énormément de valeurs, énormément de règlements. Et ce que j'ai découvert ici, c'est le Far West. C'est le règne de la terreur. C'est tout sauf Implenia. En Côte d'Ivoire, depuis que la CISAG a fourni le gravier qui a permis de construire l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro il y a près de 50 ans, c'est une institution. Longtemps, la première carrière du pays. C'est une société qui avait une renommée incroyable. C'est la première carrière de Côte d'Ivoire. C'est une carrière suisse. Il y avait une image très forte liée à la CISAG. On va se faire une bonne petite citronnelle. Donc la citronnelle, on la froisse bien. Je laisse encore chauffer. John Cook a été pendant 2 ans directeur adjoint de la CISAG dans le cadre d'une mission de redressement. Rien d'exceptionnel pour ce patron d'origine belge à la très longue expérience dans l'industrie et la banque, entre l'Europe, l'Afrique et le Canada. Tout le monde connaît CISAG en Côte d'Ivoire. Donc, c'était une très belle entreprise. Et évidemment, rentrer dans une entreprise pour l'aider à son redressement avec une entreprise aussi prestigieuse qu'Implenia comme propriétaire, on se dit qu'on va pouvoir faire de belles choses. Bon, mon opinion aujourd'hui, elle est très différente. L'histoire aurait pu être simple. John Cook est prévenu d'un cas flagrant et insistant de harcèlement sexuel par un cadre sur une jeune stagiaire. Harcelée à répétition par le cadre, elle fait un enregistrement audio avec son smartphone sur conseil d'un collègue. Nous avons reconstitué la scène avec l'audio original. Et j'ai voulu intervenir dans le cadre de cette situation-là de manière préventive et carrément mettre la personne en dehors de l'entreprise pour éviter tout risque. Et là, à ma grande surprise, la présidente du conseil d'administration a bloqué ce processus-là. C'était quand même des soupçons assez forts puisqu'on avait des enregistrements audio de la personne qui était harcelée que Implenia a eu. Et donc, ils ont décidé de ne pas tenir compte. Tiens, ça c'est la tienne. C'était simple, il suffisait par exemple de nous laisser gérer l'affaire, j'aurais viré le gars. Et pour moi, il est inacceptable, mais inadmissible d'avoir traité ces cas de harcèlement sexuel avec ce niveau de légèreté. Raison pour laquelle je témoigne aujourd'hui. L'entreprise se veut pourtant exemplaire. Tous les salariés doivent signer un code de conduite qui définit les bons comportements dans l'entreprise. Un service de conformité ou compliance est même chargé de veiller à son application. Il est formé de juristes.
Sur le site d'Implenia, vous pouvez voir qu'ils annoncent le nombre de dénonciations qu'ils ont par année. Dans les mots que prononce André Wyss, il parle bien d'un code de conduite international. Donc ça comprend les entreprises qui sont hors de Suisse. Le responsable de la compliance au niveau de CISAG a rapporté la situation à la compliance d'Implenia. Et le résultat des courses, c'est qu'il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a changé. La stagiaire est débarquée, celui qui a alerté est rétrogradé, puis poussé plus tard vers la sortie. Mais le harceleur présumé, lui, reste en place. Il aurait fait depuis 7 autres victimes, et ce n'est pas le seul problème. En Côte d'Ivoire, nous avons échangé longuement, soit au téléphone, soit lors de rencontres discrètes avec plus d'une dizaine de personnes de la CISAG ou qui y travaillaient récemment. Tout se recoupe. Mais ici aussi, on a peur de parler. Ça ne se fait pas. 2 anciens salariés acceptent finalement sous strict anonymat. Qu'est-ce qui se passe à la CISAG ? Je pense que la situation a pris une tournure assez grave lorsque les nouveaux dirigeants actuels sont arrivés. Au printemps 2022, John Cook part comme prévu, il a fini sa mission. Une nouvelle direction arrive et très vite l'atmosphère change radicalement. Le harceleur présumé est confirmé dans ses fonctions et les dysfonctionnements se multiplient. On parle de harcèlement mais aussi de fraude dont certains salariés sont témoins. Conformément au code de conduite qu'ils ont signé, ils vont alors dénoncer les faits. Il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit à la compliance. Ce qui ressort, c'est qu'il y a eu des représailles sur certaines personnes. Il y a eu des licenciements en masse. Et quelques mois après, il y a eu des recrutements. Et des recrutements qui se sont faits pas dans les normes. C'est une gestion qui va tout droit vers le mur. Au lieu de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'une personne, 2 personnes, 3 ou 4 personnes sont en train de se plaindre sur les mêmes sujets, il n'y a aucun audit, aucune inspection qui est faite pour s'assurer que toutes les informations qui vous sont parvenues sont les vraies informations. L'atmosphère se tend, les dénonciations à la compliance d'Implenia s'accumulent et se recoupent. Nous avons ces documents confidentiels. Mais rien ne se passe. Il y a même des représailles, ce qui est totalement contraire au code de conduite. Implenia ne tolère pas les représailles à l'encontre des personnes qui, de bonne foi, dénoncent des faits crédibles. Toute personne qui sait ou soupçonne qu'une violation de notre code, de nos règles internes ou des lois a eu lieu, ne doit pas hésiter à la signaler. André Wyss sait-il tout cela ? Voici une fois encore sa réponse écrite. Des cas de harcèlement sexuel, preuve à l'appui, auraient été signalés à plusieurs reprises sans qu'aucune mesure ne soit prise pour y remédier. Estimez-vous que c'est préoccupant ? En avez-vous été informé ? Les cas signalés sont examinés par nos responsables de la compliance et des mesures sont décidées et mises en œuvre par le comité de compliance. Notre organisation de la compliance garantit ce processus. Pour des raisons de protection de la personnalité, nous ne donnons pas de détails sur des cas particuliers. Estimez-vous qu'il est de la responsabilité d'Implenia de s'assurer que le code de conduite, qui est signé par les salariés d'une succursale hors de Suisse comme CISAG, est bien respecté ? Implenia dispose d'une organisation professionnelle de compliance et de processus correspondants. Il est ainsi possible de signaler des cas de manière anonyme. Les cas sont soigneusement examinés par nos responsables de la compliance et des mesures sont décidées et mises en œuvre par le comité de compliance. Et moi-même, j'ai motivé chacune des personnes à dénoncer. J'ai dit, si vous arrive ça, dénoncer. Ce que tu as vécu, dénoncer. Ce que tu as trouvé, dénoncer. Parce que la Suisse ne va jamais accepter ça. C'est pas possible. Moi, j'ai travaillé chez Implenia, je sais comment ils réagissent dans ce genre de cas. Donc, dénoncer. Et en plus, vous êtes protégé, votre anonymat est protégé, il va rien vous arriver. Dénoncer. À ma connaissance, la compliance fait un travail remarquable en Suisse et puis il ne laisse rien passer. Alors pourquoi, quand il s'agit d'une société en Afrique, on ne bouge pas ? Car malgré son code de conduite, rien n'oblige Implenia à l'appliquer et donc à intervenir.
En Suisse, aujourd'hui, les multinationales ne sont pas responsables juridiquement de ce qui se passe dans leurs filiales. CISAG appartient à 100% à Implenia, mais les deux entreprises sont légalement distinctes, car elles n'ont pas le même conseil d'administration. Mais cela pourrait changer. Une initiative sur le sujet avait été balayée de justesse il y a 4 ans. Elle va revenir sous une autre mouture, plus consensuelle. Le centriste fribourgeois Dominique de Buman, longtemps élu sous la coupole, l'estime indispensable. Sans mentionner Implenia, nous lui exposons la situation. Je trouve choquant que des collaborateurs et des collaboratrices dans un pays se disent qu'ils jouent le jeu de la gouvernance conformément aux valeurs en vigueur en Suisse. Et qu'au fond, ils sont piégés par leur propre bonne foi. Et ça, c'est incroyable. Et c'est là où il y a la distinction entre justement le droit et la morale. C'est que le droit, malheureusement, laisse ces gens dans le pétrin, mais la morale, elle est criante. Aujourd'hui, ils peuvent rien faire ? Alors aujourd'hui, non. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'une entreprise suisse, encore une fois, qui a une filiale qui ne se comporterait pas bien dans un pays étranger, il y a différentes formes d'atteinte. Eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas poursuivre cette société devant un tribunal suisse. Et ça, je crois que le commun des mortels, il peut quand même comprendre que ça ne joue pas. C'est d'ailleurs la preuve et la raison pour laquelle vous avez des politiciennes et des politiciens, des entrepreneurs de tous bords politiques qui tiennent à avoir cette nouvelle réglementation. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C'est au cœur de l'Empire Implenia en Suisse que nous découvrons une méthode mise en place en 2019, juste après l'arrivée d'André Wyss, et que la direction a baptisée « Sommet des fournisseurs ». Dans le secteur de la construction, c'est inédit. Personne ne sait à quoi s'attendre. Il s'agit en fait d'une opération pour récupérer du cash. Pour Gérard, des années après, le traumatisme est encore palpable. J'ai vécu une période assez difficile chez Implenia, où j'ai eu honte pour la première fois de ma vie de ce que j'ai fait et de ce qu'on m'a obligé à faire. Et il a été étonnant à l'époque que tout ça reste sous silence. Tout le monde a eu peur ou honte de parler, et personne à l'époque où ça s'est passé n'a finalement osé dénoncer les pratiques qui ont eu cours à ce moment-là. Hey, regardez-moi ça. Viens là. Marc Didet veut aussi en témoigner. Avant de partir pour la Côte d'Ivoire, le Vaudois travaillait également dans le service achat d'Implenia, en négociation quotidienne avec les fournisseurs. Alors un jour, notre chef arrive et nous explique que voilà, Zurich a décidé d'organiser un Supplier Summit, un sommet des fournisseurs. Donc on va inviter, choisir, sélectionner nos partenaires principaux, nos fournisseurs principaux, et on va les mettre en condition afin de leur demander de l'argent, de leur demander de l'aide financièrement, afin de nous aider à franchir l'année en cours. Et ça nous a été présenté comme un moyen de faire rentrer rapidement beaucoup d'argent sur une action flash, parce que les caisses étaient vides, il fallait très rapidement faire rentrer beaucoup d'argent. Tout le monde a été très très perplexe au début. C'est quoi cette affaire ? Enfin, je veux dire, c'est notre travail de négocier tous les jours des affaires, des matériaux, de la sous-traitance. C'est notre boulot. Mais demander de l'argent comme ça à des fournisseurs, et en plus des fournisseurs avec qui on traite quasiment au quotidien, c'est quand même particulier. Faut qu'à te dire. Les fournisseurs ayant fait les plus gros chiffres d'affaires avec Implenia les années précédentes sont conviés à ce sommet. L'invitation était en fait très insistante. C'était pas au bon vouloir des entreprises. La participation de vos décisionnaires au Supplier Summit 2019 est absolument nécessaire. Ces activités revêtent une grande priorité pour Implenia et influeront sur notre collaboration à long terme. Ceux qui ne répondaient pas, on les a relancés. On dit voilà, on va expliquer certaines choses, venez découvrir ce qu'on va vous présenter. C'était un piège, simplement. Donc vous ne leur avez pas du tout expliqué que vous alliez leur demander de l'argent ? Ah, je pense que si on leur avait expliqué, ils n'auraient pas été nombreux à se présenter. Hein. Ouais. Le sommet est préparé minutieusement. Ce document interne de 70 pages, en notre possession, anticipe dans le détail le déroulé de la journée, les différentes situations
et surtout les rôles de chacun, conseil à l'appui. Chez Implenia, on n'a jamais vu ça. Mais c'est dans la phase pratique que l'affaire va prendre une tournure déroutante. Un consultant est venu nous former pour chaque fournisseur, les points forts, les points faibles, les bras de levier, comment on réagit s'il se passe ci, comment on réagit s'il se passe ça, tout ceci afin de mettre une certaine pression, afin d'obtenir à la fin une somme. On nous a vraiment, comme des chevaux de course, entraînés à répéter pour que ça devienne des automatismes dans ce type de négociation qu'on faisait jamais. Et j'ai été moi-même très surpris et choqué. Finalement, à la fin, on se disait, on nous demande d'aller faire la manche auprès des entreprises. Alors au départ, ça commençait par une réunion plutôt sympathique. Il y avait une première partie qui était une présentation générale, tout le monde ensemble. On les reçoit dans un cadre magnifique. Le directeur, donc, qui est le numéro 2 d'Implenia, devait passer un petit peu de temps avec chacun des fournisseurs pour essayer de leur donner une certaine importance, de les mettre en condition. Ensuite de ça, on a passé une projection avec des chiffres, avec le futur, avec les investissements. Et les fournisseurs, quand ils voient ça, ils ont les yeux qui brillent, c'est évident. Donc on les met en condition, et puis ensuite, on les prend un par un, puis on les reçoit dans un bureau privé. Et là, les choses sérieuses commencent. D'un côté de la table, l'entreprise invitée, représentée par 2 personnes, dont une doit avoir la signature, c'était impératif dans l'invitation. En face, 3 représentants d'Implenia chauffés à blanc depuis des semaines. Leurs rôles ont été définis et répétés. Un pusher, un maker et un supporter. La pression peut commencer, il faut du résultat. L'année passée, en gros c'est un peu ça. L'année passée, vous avez fait 1 million de chiffre d'affaires, par exemple. On vous demande un effort et aussitôt, on devait leur faire une proposition. On aimerait bien que vous nous rétrocédiez 1-2% du chiffre d'affaires. Et ça avait été défini à l'avance, quelle était la cible à atteindre. On nous demandait d'être subtil, d'être répressif, mais sans en avoir l'air. Pour leur faire comprendre qui est le plus fort et que quand ils me plaignaient à demander quelque chose, ils avaient plutôt intérêt à obéir. Sinon, ils pouvaient plus ou moins à court terme en subir les conséquences. À partir du moment où la personne signait, elle engageait sa société à verser cet argent. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, c'était clean pour Implenia. Et dans les semaines qui suivaient, une facture était émise par Implenia, et donc l'entreprise devait par la suite payer cette facture, et c'est ainsi que l'argent revenait chez Implenia. C'est sur une feuille de résultat comme celle-ci, signée par Implenia et le fournisseur, que figurait la somme. Il ne s'agit pas de remise sur des commandes en cours de négociation, mais de montants obtenus sous la pression sur des marchés passés. Nous soumettons le cas anonymisé à notre spécialiste. On n'attend pas, lorsqu'on est le fournisseur de services et qu'on est payé pour ces services, de devoir rendre une partie de l'argent a posteriori, si j'ai bien compris. On sort de ce qu'on appellerait la concurrence équitable. Et c'est possible. Pourquoi ? Uniquement parce que cette société se dirait, si je n'accepte pas cela, eh bien, je n'ai plus de possibilité de travailler avec l'entreprise de laquelle je suis dépendante, encore une fois. Alors, à partir du moment où on a ce pouvoir de marché relatif qui est constaté, et c'est de nouveau l'élément clé, est-ce qu'on a le pouvoir de marché relatif ? Est-ce qu'on a la position dominante ? Eh bien, à partir de là, oui, on pourrait dire qu'un tel comportement pourrait être constitutif d'un abus au sens de la loi sur les cartels. Pour ça, il faut qu'il soit écrit noir sur blanc. Si vous ne nous donnez pas une certaine somme d'argent, nous ne travaillerons plus avec vous. Alors, une preuve écrite est toujours préférable. Maintenant, il est tout à fait possible d'imaginer d'autres situations dans lesquelles une pression pourrait être exercée et qui serait rapportée par plusieurs personnes, quelque part un faisceau de témoignages pourrait être suffisant pour constituer la preuve. Mais de nouveau, la preuve écrite est toujours le moyen le plus simple d'arriver à ses fins. Et rapidement, il y a des conséquences. Je me suis retrouvé effectivement dans le cas d'une entreprise à laquelle, par la suite, j'ai voulu faire une adjudication. Et à Zurich, à la direction des achats, on m'a clairement dit non. Ils sont sur la liste noire des entreprises qui n'ont pas donné.
c'est refusé, ce sera refusé. Et donc on a dû partir sur une autre entreprise. Alors moi j'ai eu la chance que j'ai 2 négociations qui se sont passées extrêmement facilement. Par contre le troisième, ça a été une autre affaire. Le troisième a dit non, lui il ne participe pas à ça, il n'est pas d'accord. C'était un carnage, quoi. C'était une pression, j'ai eu une pression terrible, mais terrible. Il a fini par accepter ? Il a fini par accepter. Le sentiment qui a prédominé après l'événement, c'est plutôt un certain mal-être. Et moi, à tel point que le soir à 21h, j'ai appelé le gars en question pour m'excuser. J'ai ressenti le besoin de l'appeler, je me sentais mal. Et le gars, il a compris, il a dit non. Je sais, Marc, c'est pas toi. Je sais qu'on vous a imposé ça, je sais que tu as fait ce qu'on t'a dit de faire, je t'en veux pas, il n'y a pas de problème. Ça m'a un peu soulagé, mais voilà, le sentiment est que ce qu'on a fait là, c'était pas bon. Ceux qui sont pas tombés comme des mouches, en dépression ou malades, ou qui n'ont pas simplement démissionné pendant la phase des Supplier Summit, sont partis quelque temps après. Et aujourd'hui encore, quand les anciens collègues que nous étions, quand on se revoit, c'est un sujet qu'on n'aborde pas. Ou très difficilement. Il était essentiel pour nous qu'André Wyss nous donne sa version des faits. Mais encore une fois, nous devons nous contenter de cette réponse par écrit. Les sommets des fournisseurs ont été lancés en 2019. En avez-vous eu l'idée ? Nous avons organisé les Supplier Summits à l'époque pour planifier la future collaboration avec nos fournisseurs et partenaires et pour échanger plus étroitement avec eux. Savez-vous comment les Supplier Summits ont été vécus par les équipes d'Implenia et par les fournisseurs ? La démarche était nouvelle dans le secteur de la construction. Savez-vous pourquoi ? Notre organisation des achats est bien structurée et nous entretenons des relations durables avec de nombreux fournisseurs, sous-traitants et partenaires. C'est une pratique qui ne se fait pas. Ce n'est pas dans notre manière de travailler. C'est très clairement une stratégie, un projet fait par des technocrates qui n'y connaissent rien au métier, finalement, de la construction lui-même. Parce que, je veux dire, c'est juste pas adapté. C'est juste pas adapté, c'est juste pas adapté. C'est comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui n'a pas d'argent et vous lui demandez de vous donner de l'argent. Car dans la construction, les marges sont notoirement très faibles, entre 1 et 5%. D'ailleurs, le résultat des fameux sommets sera si décevant qu'ils n'auront lieu qu'une seule année, en 2019. Pour augmenter les marges, la direction va ensuite opter pour une réorientation stratégique qui va en dérouter plus d'un au sein d'Implenia. Implenia a vendu beaucoup de choses quand même. Dans ma région qui me concerne, elle a vendu une gravière et une centrale à béton qui était quelque chose qui rapportait de l'argent. Ça a surpris tout le monde parce que le béton, le gravier, c'est vraiment le cœur de notre métier. Personne au sein de l'entreprise n'a compris. Implenia rachète Wincasa de Swiss Prime Site. Une offre de prestations intégrées unique verra ainsi le jour pour tous les clients sur l'ensemble du cycle de vie des biens immobiliers. Implenia vend carrière et béton, mais achète Wincasa, le leader de la gestion locative aux marges proches de 10%. C'est la nouvelle stratégie officielle. Le potentiel de... Faire d'Implenia un champion des services à la construction et à l'immobilier, se concentrer sur ce qui rapporte, la planification, l'architecture, l'expertise, la supervision, et laisser les travaux eux-mêmes aux sous-traitants, ces sous-traitants payés si difficilement, comme l'a montré notre enquête. Comme il s'est rendu compte que les marges de la construction sont très faibles, il est parti sur une autre stratégie visant à faire d'autres choses qui peut-être rapportent plus. Donc c'est sa stratégie à lui. Les maçons et les constructeurs ont fait des choses concrètes. On réalise des routes, des ponts, des immeubles. On fait des choses concrètes qui restent dans le temps. C'est un beau métier. C'est un métier qu'on aime et qu'on aime faire. Et aujourd'hui, tout ça n'a plus de sens. On a l'impression que l'entreprise est disloquée. Et c'est un peu... C'est un peu comme un verre qui serait tombé et qui serait brisé en petits morceaux.
Cette entreprise Implenia, qui a beaucoup changé en quelques années, André Wyss l'a quittée fin mars 2025. Le 1er mai suivant, il a intégré le conseil d'administration des CFF. Il en prendra la présidence l'année prochaine. Ce sera donc à lui de définir la stratégie des années à venir du secteur public ferroviaire. À noter qu'à la veille de la diffusion de ce reportage, Implenia a tenu à nous donner les précisions suivantes. Implenia regrette de ne pas avoir été confrontée au cas particulier afin qu'elle puisse donner des explications fondées. De manière générale, Implenia paye ses fournisseurs et sous-traitants dans les délais convenus. La qualité des prestations, le respect des délais ainsi que les modalités de facturation peuvent retarder le paiement. Implenia est contractuellement tenue de réaliser les projets dont elle est responsable conformément aux engagements pris envers le maître d'ouvrage. Et puis concernant le volet ivoirien que vous avez découvert dans ce reportage, l'entreprise précise encore que les accusations formulées par la personne présentée dans l'émission ont fait l'objet d'une enquête approfondie menée en 2023 par une instance indépendante. L'enquête n'a pas permis de confirmer les accusations et aucune preuve recevable n'a été apportée. C'était donc les précisions communiquées par Implenia.